Salut à tous, on va commencer la matinée des kinés par un petit rappel de cours sur la partie de Madame Boca, donc sur la cinématique linéaire et les principes fondamentaux de Newton. La cinématique linéaire, ah bah non, désolé, vous aurez un petit dossier avant. Donc voilà, magnifique dossier de Pauline. Voilà, vous pouvez, c'est parce qu'elle n'est pas contente de commencer la matinée des kinés. Quelques définitions avant de commencer. Un référentiel, c'est un objet par rapport auquel on définit une position ou un mouvement. Donc si on prend la Terre comme référentiel, le Soleil est en mouvement. Et si on prend le Soleil comme référentiel, la Terre est en mouvement et les autres planètes. Ensuite, le centre de gravité, c'est le centre des masses ou appelé aussi centre d'inertie ou barycentre, à ne pas confondre avec le centre géométrique des forces qu'on utilise pour la poussée d'Archimède, qu'on verra tout à l'heure normalement. Donc c'est un point fictif situé au centre de toutes les masses qui constituent le corps. Normalement, vous avez dû voir en cours, en général, il se situe en avant de la deuxième vertèbre sacrée. Mouvement d'un point, il faut définir un repère temporel et un repère spatial, on pourra alors définir une trajectoire. Voilà, une distance, ça correspond à un scalaire, donc ça c'est tout ce qui est vecteur et tout. En général, vous n'avez pas trop de questions sur ces parties de cours-là, mais c'est important de le connaître parce que c'est la base pour faire les calculs et tout ça. Donc ensuite un peu de trigonométrie, donc ça je pense que vous l'avez vu, revu, re-revu au collège, lycée et tout ça. Donc c'est SOHCAHTOA ou il y en a d'autres qui l'appellent CASTOA. SO ça va être le sinus alpha est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Cos alpha ça va être égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Tan alpha ça va être égal au côté opposé divisé par le côté adjacent. Donc voilà, vous avez l'exemple avec le triangle, vous pouvez vous amuser à vous entraîner. Donc ça ensuite c'est un cercle trigonométrique. Donc ici ça va être l'axe des abscisses et ici ça va être l'axe des ordonnées. Donc voilà, c'est important de connaître ça, surtout pour la dernière partie de la biomécanique, le mouvement circulaire en fait. Ça vous aide, euh, Ça vous aide à comprendre un petit peu. Donc ça c'est l'axe des cosinus et ça c'est l'axe des sinus. Voilà. Ensuite, les outils descriptifs du mouvement. Donc un déplacement, ça se note en mètres. Donc c'est delta x, c'est-à-dire que c'est la position xf moins la position xi. Ensuite, la vitesse, c'est du coup delta x divisé par delta t. Donc du coup, si on prend le même principe, delta x, ça va être xf moins xi, et delta t, ça va être tf moins ti. Donc ça se note en mètres par seconde. Ensuite, une accélération, c'est delta v. Donc delta v, ça va être, si on reprend toujours le même principe, vf moins vi divisé par tf moins ti. Et ça se note en mètres par seconde moins 2. Ensuite, pour un mouvement à une dimension, donc pour un mouvement uniforme, la distance pour un même intervalle de temps, la distance parcourue est la même. Ça veut dire qu'en gros, comme votre accélération est nulle, votre vitesse est constante, donc entre T1 et T2, vous allez parcourir par exemple 2 mètres. Donc entre T2 et T3, vous allez parcourir aussi 2 mètres. Genre votre distance parcourue entre deux moments sera toujours la même. Entre T1 et T2, ça sera la même chose qu'entre T2 et T3, entre T3 et T4, etc. etc. Ensuite, pour un mouvement uniformément accéléré, pour un même intervalle de temps, la distance parcourue augmente. Ça veut dire par exemple que, pour vous donner un exemple, si à l'état initial j'ai une vitesse de 1 mètre par seconde et que j'ai une accélération de 1 mètre par seconde moins 2, c'est-à-dire qu'à T1, je vais avoir une vitesse, à T0, je vais avoir du coup une vitesse de 1 mètre, à T1, une vitesse de 2 mètres par seconde, T3, 3 mètres, etc. etc. Ensuite, pour un mouvement décéléré, donc là c'est le même principe, juste il y a une petite coquille ici, il manque un moins devant le 1 demi de a fois delta t carré v0x. Du coup, c'est le même principe, si on part d'une vitesse initiale de 10 mètres par seconde, qu'on a une accélération de moins
1 mètre par seconde moins 2, ça veut dire qu'à t0, on sera égal à 10 mètres par seconde en vitesse. À t1, pardon, on sera égal à 9 mètres par seconde, etc., etc. Et du coup, à t10, on arrivera à 0 mètre par seconde. Et après, du coup, le point à t11, on va être à une vitesse de moins 1 mètre par seconde. Donc ça veut dire que le point va se mettre à reculer en fait. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Ensuite, pour les mouvements à deux dimensions. Donc du coup, il faut définir les trajectoires sur l'axe X et l'axe Y. Donc il faut avoir une notion de 2D. En général, on considère que l'objet est soumis à uniquement une seule force, c'est-à-dire son poids. Vous pourrez trouver des exercices où il y aura une force. Par exemple, je sais que dans une annale, il y a un exercice où il y a un parachutiste qui est en chute libre. Et du coup, vous avez la force de résistance à l'air qui compense le poids. Ce qui fait que du coup, le parachutiste, il a une vitesse constante. Mais en général, on ne vous fait pas trop de calculs compliqués avec ça parce que là, on commence à rentrer dans vraiment des calculs compliqués et la prof, elle vous embête pas avec ça normalement. Donc voilà. Donc du coup, comme on peut le constater ici, donc là c'est pareil par rapport à l'angle alpha entre VI et VX. Si vous faites la trigonométrie, vous trouvez que VIX est égal à VI fois cos alpha et VIY est égal à VI fois sin alpha. Donc le temps parcouru delta t, c'est égal à XF moins XI divisé par VIX. Voilà. Ensuite, du coup, l'équation de trajectoire YF est égale à moins 1 demi de G fois XF au carré divisé par VI carré fois cos alpha le tout au carré plus tan alpha fois XF plus XI. Donc ça, c'est une formule assez imposante, mais c'est toujours important de la connaître parce que tout simplement la prof, tous les ans en général, elle fait utiliser cette formule-là. Elle vous dit, bah voilà, on a XF, on a alpha, on a XI, on a XF. Maintenant, il faut me trouver VI, la vitesse initiale. Du coup, vous êtes obligé, en gros, la manière dont l'exercice est posé, elle vous oblige à utiliser cette formule-là. Donc c'est toujours bien de la connaître. Voilà. Ensuite, la différence entre une portée et une performance. Donc la portée, c'est la distance horizontale pour laquelle xi est égal à xf. Donc là, on voit sur le schéma, si xi est ici, si yi pardon, est ici, la portée, ce sera la distance horizontale entre le point ici du début de la trajectoire et le point ici de la trajectoire. Et la performance, ce sera le moment où, par exemple, si je lance une balle à une hauteur de yi égale 1,5 m et que elle va atterrir du coup à 0 m, et ben c'est ça la performance. C'est la distance totale entre le point de départ et le point où la balle elle va atterrir. Donc du coup, le temps mis pour parcourir la distance d'une portée, c'est égal à delta t est égal à 2 fois vi fois sin alpha divisé par g. En gros, cette formule-là, elle vient de euh, lorsque vous êtes à h max, vous avez votre vf de y qui est égal à 0. Et vous savez que vf de y c'est égal à moins g de t plus vx. Donc du coup, vous isolez t, ça vous fait t est égal, comme vf de y est égal à 0, ça vous fait t est égal à moins viy divisé par g. Enfin, moins viy divisé par moins g, les deux moins s'annulent, ça fait viy divisé par g. Et comme vous savez que à h max, le temps de la portée c'est 2 fois le temps pour arriver à h max, ça veut dire que le temps de votre portée, ce sera x2. Donc du coup, vous faites 2 VIY divisé par G. Et VIY étant égal à VI fois sin de alpha, ça vous donne en fait cette formule-là. Voilà. On peut ensuite trouver directement XF grâce à cette formule-là. XF est égal à VI au carré fois sin de 2 alpha divisé par G, si la portée est égale à la distance horizontale. Voilà. Donc ensuite, à hauteur maximale, la distance parcourue sur x correspond à la moitié de la portée. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure
pour expliquer en fait cette formule-là. Donc voilà, la performance c'est la distance horizontale entre le point de lancement et le point d'arrivée. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec l'exemple YI égale 1,5 et le point d'arrivée du coup ce serait 0. La performance c'est du coup la distance entre le point de départ et le point où la balle va atterrir. Voilà, ensuite les principes fondamentaux de Newton. Donc Newton il a dit quoi? Il a dit qu'il y avait 3 lois. Donc la première loi de Newton c'est le principe d'inertie. Ça veut dire que c'est la résistance au changement. C'est proportionnel à la masse de l'objet. Donc c'est-à-dire que en gros, bah là c'est pas écrit, mais c'est la somme des forces extérieures est égale à 0. Voilà, ensuite la deuxième loi de Newton, donc c'est celle qui est utilisée dans la majorité des exercices qu'on vous donne dans les cinématiques linéaires et dans les principes fondamentaux de Newton. C'est loi fondamentale de la dynamique égale théorème du centre d'inertie. C'est la somme des forces est égale à m fois a. Donc bah ça normalement vous avez dû la voir en terminale, je crois. Et du coup, pour les mouvements circulaires, c'est somme des forces est égale à moment d'inertie fois l'accélération angulaire. Ensuite, troisième loi de Newton, notion de contre-force. Donc là, c'est la force de 1 sur 2 est égale à moins la force de 2 sur 1. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est jamais utilisé dans les exercices en général, mais c'est bien de la connaître parce que la prof elle peut vous poser des questions de cours là-dessus. Voilà, force de pesanteur ensuite, force de gravité est égale à poids. Donc ça c'est le calcul pour la force de gravité. Donc c'est G, la constante universelle qui est égale à 6,674 fois 10 puissance moins 11 mètres cubes kilogramme moins 1 seconde moins 2 multiplié par la masse divisé par R au carré. Donc là on a mis par exemple que c'était la masse de la Terre et le rayon de la Terre, mais ça peut très bien être la masse de la Lune et le rayon de la Lune. Et G varie en fonction de la gravité. Et ça, c'est assez logique parce que par rapport à votre rayon de la Terre, si vous êtes au sommet du Mont Blanc, par exemple, bah vous êtes par rapport au niveau de la mer, vous êtes à plus 4800 mètres, je crois. Et du coup, bah, votre R, il va changer. Donc ensuite, les forces de contact. Donc, on en a 4. Il y a la force normale perpendiculaire à la surface. La force de tension compense le poids P pour un objet suspendu. La force de frottement de contact tangentiel entre deux solides. Donc ça peut être la force de frottement en général statique ou cinétique. La résultante des forces de contact, force R, combinaison entre N et force de frottement. Donc voilà, c'est symbolisé par ce magnifique schéma. Force normale, force perpendiculaire, force de frottement, donc qui est opposée au poids parallèle, c'est-à-dire au mouvement. Ça doit être assez cohérent dans votre tête. Ensuite, les formules à connaître. La force normale, appelée N, du coup c'est M fois G fois cos alpha. Force de frottement statique, du coup c'est égal à... Normalement, putain, mais il y a plein d'erreurs. Hop. Ok, donc du coup je disais force normale, du coup c'est égal à N égale mg fois cos alpha. Force de frottement statique, c'est égal à coefficient de frottement statique fois la force normale. Et force de frottement cinétique, c'est égal à coefficient de frottement cinétique fois la force normale. Donc ça, la force de frottement statique, elle est utilisée quand l'objet qui doit glisser doit rester immobile. Et ça, c'est utilisé quand l'objet, du coup, est en mouvement. Ensuite, sur le plan incliné, selon l'axe, selon un angle alpha, l'objet est posé sur
ce plan reste immobile jusqu'à un certain angle alpha max. On a alors une force de frottement statique maximale. Donc force de frottement statique max, c'est égal à m fois g fois sin alpha. Et, et ça doit vous paraître assez logique, parce que du coup, comme à alpha max, en gros, c'est le moment où votre force de frottement va être égale à votre poids parallèle. Donc si je reprends mon petit schéma, c'est comme si la force qui était ici et la force qui était ici, elles étaient égales. Donc ça veut dire qu'on peut poser ça. Du coup, comme on sait que les deux sont égales, on sait aussi que force de frottement statique max, c'est égal à mu S, fois m fois g fois cos alpha. Ça. Parce que n est égal à m fois g fois cos alpha. Du coup, vous allez rapidement comprendre que du coup, comme m fois g fois sin alpha max est égal à mu c fois m fois g fois cos alpha max, le m et le g de part et d'autre vont s'annuler. Du coup, ça va faire sin alpha max est égal à mu s fois cos alpha max. Ce qui fait que du coup, pour isoler mu s, on va faire sin alpha max divisé par cos alpha max. Et sin divisé par cos, vous savez normalement que ça donne tan alpha max. Du coup, ce qui fait que mu s est égal à tan alpha max. Donc du coup, si alpha dépasse alpha max, alors l'objet se met en mouvement et on est donc dans le cas de la force de frottement cinétique. Il y a une certaine accélération donnée par la formule A est égal à G fois sin de alpha moins mu C. Ça c'est important du coup, ça a changé, c'est plus mu S, c'est mu C, puisque votre objet est passé en mouvement, fois cos alpha. Ensuite, pour les forces aérodynamiques, on a sur l'axe X la force de traînée, sur l'axe Y la force de dérive, donc perpendiculaire à la direction moyenne de l'écoulement dans le plan horizontal, et ensuite la force de portance, du coup perpendiculaire à la direction moyenne de l'écoulement dans le plan vertical. Ensuite, le calcul de la force aérodynamique, c'est Q fois S fois C. Donc Q c'est la pression aérodynamique, S c'est la surface et C c'est le coefficient aérodynamique. S fois C c'est le coefficient de pénétration. Et du coup on vous dit que la Q c'est égal à 1/2 de ρ fois la vitesse au carré. Ensuite la poussée d'Archimède, du coup la poussée d'Archimède en fait pour vous expliquer d'où ces formules là viennent, enfin surtout celle-là en fait, il faut vous dire que la poussée d'Archimède c'est une force en fait, ça se calcule en newton. Du coup vous reprenez votre deuxième force de Newton, m est égal à somme des forces est égale à m fois a, et du coup vous savez que si vous faites une masse volumique fois un volume, ça vous donne une masse. Donc ça c'est la masse d'eau déplacée en fait. Et du coup il vous manque plus que le G, donc 9 fois 9,81. Voilà, on vous dit la masse du fluide, donc on pourrait très bien écrire, on pourrait remplacer ρ fois V immergé par masse de fluide. Du coup ça reviendrait à votre deuxième loi de Newton qui est ici, m fois a en fait. Ça revient exactement à la même chose. Voilà, un petit peu pour vous expliquer d'où ça vient. Donc du coup ensuite masse de fluide égale ρ fois volume immergé, et ensuite densité du fluide, c'est ρ de n'importe quel fluide divisé par le ρ de l'eau. Sachant que si c'est supérieur à 1, le fluide va être en dessous de l'eau, et si c'est inférieur à 1, le fluide va être au-dessus de l'eau. Ah voilà, ça c'est Valentin. Donc voilà un petit dossier, prenez vos appareils photo et prenez-le bien en photo, il va adorer. Et voilà, c'est terminé pour ce rappel de cours.